Donc merci à toutes d'avoir accepté d'intervenir sur cette nouvelle séquence. Donc c'est la troisième c'est vrai que depuis 3 ans, on est fortement mobilisés. C'est vrai que je ne vous vois pas tous avec l'écran. Sur la transition écologique. Donc troisième séquence, c'est la première fois qu'on est programmé aussitôt dans la journée. Donc ça montre à nouveau l'importance de ce sujet. Donc j'aurai le plaisir du coup d'intervenir avec, donc dans l'ordre alphabétique, Edwige Apretna, pharmacien à l'Institut Bergonié, Noël Bernard qu'on ne présente plus maintenant, c'est une fidèle de nos interventions depuis 3 ans. Armel qui va nous rejoindre, donc Claire Morisson, chef de projet au pôle PEPS de l'ARS, Mélodie Nodin-Kella, chargée de mission à l'assurance maladie, et Cécile Rougier, cadre de santé au CHU de Bordeaux, qui, je vous excuse d'avance, vous allez quitter cette table ronde pour de très très bonnes raisons après votre intervention. Donc voilà, différentes séquences. On va vous présenter d'abord les résultats de cette dynamique régionale qui est très 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 importante. Et c'est vrai qu'on tenait à souligner, ça fait des années, les Omédites existent depuis maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur la pertinence des prescriptions et sur le bon usage, que ce soit aussi bien les Omédites, l'ARS, l'assurance maladie, etc. Donc c'est un vieux sujet et c'est vrai que là, on souhaitait l'aborder sur la version vraiment transition écologique depuis quelques années. Et c'est vrai que cette année, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment un engouement c'est l'année où il faut passer à la vitesse supérieure. On voit vraiment cet engouement de tout le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir vous présenter cette dynamique régionale à travers des résultats qu'on a pu avoir auprès de vous. Ensuite, on vous présentera les travaux de ce groupe de travail test qui a été créé cette année sous l'impulsion de la feuille de route de l'ARS sur la transition écologique avec des retours d'expérience concrets de 3 établissements de santé, donc le CHU de Bordeaux, le CHU de Limoges et l'Institut Bergonié. Et enfin, on laissera place aux actions et à la politique régionale de l'ARS. On laissera Noël présenter la mission d'appui santé durable et l'action de l'assurance maladie par Mélodie, et Noël Bernard nous proposera une conclusion de cette belle table ronde. Donc les résultats d'abord de cette dynamique régionale. Donc c'est vrai au-delà de tout ce que l'on peut faire, que l'on peut travailler sur tout ce qui est pertinence des prescriptions, juste prescription, etc. Il y a beaucoup de sujets. Cette année, on va dire qu'il y a eu 4 gros focus. Donc sur le groupe de travail test, je vais y revenir. Sur la mise en place, grâce au soutien de l'ARS, d'animation d'ateliers Planalsphère, on en a fait, jusqu'à la fin de l'année, il y aura 8 ateliers qui vont être réalisés, aussi bien à l'IMS ou aussi bien sur site. On a pu se déplacer notamment au CH d'Oloron cet été pour former directement les professionnels et les sensibiliser sur place. L'enquête d'IMED, on va avoir un retour d'expérience du CHU de Limoges sur cette mise en place et on vous représentera quelques résultats. Et à travers le CAQES, je vais vous présenter sans plus attendre votre dynamique régionale et toutes les belles actions que vous avez déjà pu mettre en place. Donc justement, c'est vrai que le CAQES, donc sur la contractualisation qui était en cours 2022-2024, on a pris l'opportunité de ce CAQES pour vous rajouter un critère d'éclairage. Donc c'était vraiment à titre indicatif et sur le volontariat quelque part, pour nous faire remonter vos actions sur tout ce qui était transition écologique à travers 3 thèmes, les dispositifs médicaux implantables, la santé mentale et la douleur. Dans le cadre de la contractualisation en cours 2025-2026, maintenant c'est devenu un engagement, donc l'ensemble des établissements ciblés ont signé pour mettre en place ces actions et derrière l'évaluation de ces actions rentreront dans le score global des établissements. Donc il y a une vraie dynamique régionale qui est mise en place et on voit en gros que quand on dit que tous les établissements, en tout cas ciblés, donc ça représente en gros, ce sont les plus gros établissements en termes d'activité dans les différents domaines, que ce soit les dispositifs médicaux implantables, la santé mentale. Alors c'est aussi bien les établissements activités monopsy que les établissements MCO activités
de psy. Et pour la douleur, ce sont les établissements qui sont centres labellisés traitement de la douleur. Donc une dynamique sur l'ensemble des items ciblés. Je vais y revenir puisqu'on va vous apporter des éléments qualitatifs par la suite. On va dire que la difficulté que vous rencontrez, c'est toujours sur le volet pertinence des prescriptions, aussi bien santé mentale qu'en douleur. C'est là où on voit que c'est toujours compliqué, un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, vous vous êtes engagé sur l'ensemble des différents items. Sur tout ce qui est dispositifs médicaux implantables, il y a le volet réévaluation des PAC, mais là aussi, on va y revenir. On va faire un partage régional bientôt. Donc, on vous demandait du quantitatif et derrière, on voulait savoir qu'est-ce qui se cachait derrière le quantitatif. Donc, sur l'institutionnalisation de votre démarche RSE, quasiment l'ensemble des établissements de santé ont vraiment institutionnalisé cette démarche avec des comités dédiés, la création d'unités de soins, des développements durables. Donc, on rejoint le projet des unités durables, des projets Green Globe, bref, une bonne institutionnalisation de la démarche. Derrière, il y a des formations qui sont réalisées, donc l'outil PlanelSphere a été cité, et puis derrière, sensibilisation au sens large, même en termes de pertinence, avec la diffusion de fiches de bon usage, de bonnes pratiques, etc. Le volet, donc vous êtes quand même mobilisé sur la pertinence, même s'il y a encore, on travaille tous dessus depuis des années, avec des travaux sur l'optimisation du livret. Il y a aussi les HAD, j'y reviendrai, qui sont fortement mobilisés sur cette thématique, la mise en place d'audits de pertinence, etc. La révision, et c'est une vraie question, ces prescriptions ont aussi besoin. Certains établissements se sont un peu plus penchés dessus. Les voies d'administration, là aussi, on en parle depuis de nombreuses années. Arriver à travailler sur comment optimiser au mieux la prescription des médicaments par voie orale ou IV lorsque c'est vraiment justifié. L'utilisation des injectables aussi au bloc, qui sont préparés en avance, c'est une vraie question. Donc, vous êtes bien mobilisés dessus. Les achats responsables, donc là aussi, vous commencez à inclure dans vos critères de choix des critères éco-responsables. On voit que la réglementation maintenant nous incite à le faire de plus en plus. Ça devient un vrai levier. Il y a aussi le volet optimisation des commandes. Il y a des travaux qui ont été en cours en région sur la fréquence des commandes pour essayer de rationaliser au maximum et optimiser les livraisons des laboratoires. Donc sur les dispositifs médicaux implantables, il y a aussi une bonne mobilisation. Donc on y reviendra, c'est l'un des travaux 2026 sur l'harmonisation des PAC, etc., pour vous aider, pour ceux qui n'ont pas pu initier la démarche, à le faire. Donc sur le circuit des DM, des médicaments, des déchets, on y reviendra à travers l'enquête sur les médicaments et les DM. Donc vous avez déjà mis en place, vous êtes déjà très mobilisés pour essayer d'optimiser, limiter les péremptions des médicaments dans vos établissements. Donc les thérapeutiques, on vous avait posé aussi des questions sur les thérapeutiques non médicamenteuses, donc aussi bien en santé mentale qu'en douleur. Donc là aussi, vous êtes déjà mobilisés, vous avez déjà intégré ces thérapies en complément des thérapeutiques médicamenteuses dans la prise en charge de vos patients. Dans les autres volets que l'on avait ciblés sur l'indicateur sur les DMI et la douleur, c'était la réduction des gaz anesthésiques à fort impact carbone. Donc là aussi, on voit que l'ensemble des établissements se sont mobilisés. Alors parfois, c'est juste en état d'intention, il n'y a pas forcément encore de mise en pratique, mais en tout cas, vous avez la bonne direction et vous travaillez dessus. Et après, on vous a demandé les autres initiatives. Donc, il y a dans le Pays Basque de l'éco-pâturage, etc. Donc le deuxième point que l'on voulait vous présenter, donc je vais faire cette présentation à plusieurs voix, du coup, avec des membres de chaque groupe de travail sur ce GT-Test et produits de santé. Donc, comme je l'ai dit, ce GT est né suite à la publication de la feuille de route régionale de l'ARS 2024-2028 sur la transformation écologique du système de soins, donc avec une des priorités sur la juste prescription des produits de santé. Donc on a recité tout ce que l'on faisait sur la juste prescription, mais on souhaitait, c'est une des modalités de fonctionnement de l'Omedit pour pouvoir des temps d'échange sur les pratiques et valoriser les actions des professionnels.
Donc, ce GT-test et produits de santé a été... la première réunion a eu lieu en avril 2025 avec un appel à volontariat et à contribution. Les travaux ont débuté en mai. On a quelques livrables à vous présenter qui sont en cours de finalisation d'ici la fin de l'année pour une diffusion début 2026. Et ce qui est magique dans les différents groupes de travaux, c'est que derrière, les professionnels sont déjà en train de penser à d'autres livrables. Donc ça vraiment, ce sont des groupes de travaux qui s'auto-alimentent et qui montrent le besoin des professionnels, les attentes des professionnels. Donc on viendra vous présenter l'an prochain les nouveaux travaux. À préciser, derrière, cette feuille de route, derrière, il y a des indicateurs de suivi de cet objectif juste prescription. Donc là, on revient un petit peu plus sur le volet quantitatif. On s'est fixé des objectifs qui sont, on va dire, très, très ambitieux en termes de baisse du nombre de médicaments prescrits, baisse de la consommation des antibiotiques en établissement de santé et également en ville. Alors les données, vous le savez mieux que moi, on n'a pas toutes les données de consommation de vos établissements, donc on a fait déjà un gros travail préliminaire sur les résultats de l'enquête ATIH à partir d'un échantillonnage d'établissements qui répondent depuis plusieurs années sur l'enquête. Donc ça, on vous partagera, on avait partagé les premiers résultats lors d'un sous-groupe éco-prescription, mais lorsque ces données seront plus affinées, on les partagera plus de façon plus large, avec l'idée des focus sur les rapports IV-PEROS, pour voir s'il y a une prise en compte des modifications des pratiques sur le paracétamol, mais aussi sur les antibiotiques et les antifongiques ciblés, parce que c'est vrai que cet été, la société, la SPILF, a vraiment publié des recommandations sur ces switches IV-PEROS. Donc, quatre sujets thématiques. Alors, on travaille vraiment en partenariat avec l'ARS et l'assurance maladie qui participent, et c'est ça justement d'en discuter, qui participent au sous-GT. Donc, il y a vraiment une cohérence régionale sur les différents sous-groupes. Donc, les 4 sous-groupes thématiques avaient été définis en fonction des attentes des professionnels. Et il y a une quinzaine en gros de professionnels, aussi bien d'établissements de santé et de villes. Je tiens à souligner la participation de l'ensemble des professionnels de parcours de soins, villes et également établissements médico-sociaux. Et dans les établissements de santé, il y a vraiment aussi bien des établissements MCO, SSR, Psy, HAD. Donc, ils sont tous très impliqués dans la co-construction des livrables et on a aussi des représentants des URPS, notamment pharmaciens. Donc, 4 sous-groupes thématiques, l'éco-prescription, les pansements et les antiseptiques, le circuit des médicaments et des DM et le bloc. Donc, il y en a 3 qui ont bien avancé cette année. Ce sont les 3 premiers cités. Bloc et gaz, ça fait partie des thématiques qui seront un peu plus explorées en 2026. Donc, Armel, qui a pu nous rejoindre depuis, c'est vrai que tu viens depuis Limoges, donc bienvenue. Donc, on va commencer par un retour d'expérience sur le premier GT, pansement et antiseptique. Donc là, c'était vraiment une demande de terrain. À la base, c'était venu du CH de Périgueux qui souhaitait travailler sur les pansements et l'hygiène des plaies dans la prise en charge des plaies aiguës post-opératoires. Parce qu'on sait, les recommandations, il existe des recommandations HAS, mais derrière, sur le terrain, c'est très compliqué pour vous de les faire appliquer. Et derrière, on se rend compte qu'il y a du gaspillage, aussi bien vers la ville. Donc, comment essayer, puisque c'est parti d'établissements de santé, comment impliquer chacun pour qu'il puisse s'approprier ces recommandations HAS dans une volonté vraiment d'éco-prescription à chaque étape et le rôle de chaque professionnels, donc aussi bien médecins, infirmières, on va avoir un retour d'expérience sur la prescription infirmière, en gros les pharmaciens en ville, les IDE au domicile et puis le patient aussi qui est au cœur du sujet, qui lui aussi est vraiment un acteur. Donc l'outil il est en cours de validation, donc on vous présente juste la première page, mais il est quasiment finalisé. Il y a juste encore des validations par les parties prenantes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un document pratique et on a des retours d'expérience concrets
d'optimisation de ces prescriptions, notamment de sortie, pour que derrière, en ville, il puisse y avoir une prise en charge coordonnée. Donc on a le CHU de Bordeaux qui s'est impliqué, le CH de Périgueux, le CH de Tulle, et on a aussi une HAD, c'est ça qui ouvre aussi la réflexion, l'HAD de Soyaux, qui présente un retour d'expérience. Donc je vais laisser la parole à Cécile Rougier. Bonjour, donc je suis Cécile Rougier, je suis cadre de santé de l'équipe mobile des plaies cicatrisation jusqu'au mois d'août. Là, j'ai changé de fonction, mais donc j'appartiens encore au CHU de Bordeaux. Et je vais vous présenter ce projet qui a été vraiment mis en place en collaboration, notamment avec l'équipe des pharmaciens du CHU, l'équipe d'Aurélie Freussilinard, avec qui on a une grande collaboration au quotidien pour l'amélioration de la prise en soin des plaies, le choix des pansements. Et ce projet est né de toutes ces collaborations, et puis aussi avec la DSI, bien sûr, qui a été très impliquée, la direction du système d'information, pour pouvoir le mettre en place, parce que vous allez voir, il est informatisé dans le dossier patient. Donc l'idée, c'était, moi j'ai été aussi infirmière libérale avant d'être cadre de santé au CHU de Bordeaux. Donc j'avais bien connu la ville, les problématiques de prescription, de prise en charge des plaies au domicile, et notamment des dispositifs pansements qui restaient en quantité très importante au domicile des patients, avec donc un gaspillage et une consommation forcément d'émissions de gaz à effet de serre inutiles aussi, du fait de la production de tous ces pansements. Et donc, on a arrivé au CHU, je me suis rendu compte que les infirmières effectuaient la prise en soin des plaies. C'était elles qui, en accord avec le médecin, menaient la cicatrisation dirigée, parce que c'est vrai qu'elles ont les connaissances et que pour ça, les équipes médicales font confiance aux paramédicaux, mais qu'au final, à la sortie du patient, elle ne participait pas à la prescription, elle ne la faisait pas, elle pouvait dire ce qu'il fallait faire. Mais en général, dans les CHU, ce sont les internes qui font les prescriptions, bien souvent. Et il y a des éléments, des informations qui pouvaient se perdre, surtout qu'ils ne voyaient pas forcément les plaies des patients. Et je me suis rendu compte que les infirmières ne faisaient pas de prescription en système hospitalier. Quand on les interrogeait, elles n'étaient parfois pas au courant que c'était possible de le faire, elles ne le faisaient pas, ne savaient pas comment le faire, et puis leur numéro RPPS n'était pas incrémenté dans les dossiers patients. Donc de toute façon, c'était difficilement aussi réalisable pour qu'un remboursement soit engendré après. Donc on a réfléchi tous ensemble. Il y a eu aussi, vous allez le voir, la thèse de Léa Tomelin, qui est une interne en pharmacie, qui avait fait en premier un diagnostic de cette problématique de surconsommation de dispositifs. Et en couplant tout ça, on a réfléchi, on s'est dit, peut-être que c'est possible en fait de faire prescrire les infirmières, puisqu'elles sont habilitées à les prescrire, puisque leur rôle propre les engage à mener une réflexion sur le protocole de soins, et puis que ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment engager un lien ville-hôpital, et on souhaite aussi éviter les represcriptions précoces. C'est-à-dire le patient sort avec son ordonnance et puis au bout d'un jour ou deux, l'infirmière libérale, ou même des fois quand elle arrive, va represcrire parce que ça ne correspond pas au protocole de traitement de la plaie, du soin de la plaie. Donc on s'est dit, on va engager les infirmières à prescrire, mais à prescrire de manière éco-responsable. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc au départ, on a regardé plusieurs choses. Quel est le coût économique? Parce que pour pouvoir changer les choses, il faut pouvoir convaincre, expliquer sur quoi ça va agir. Donc, il faut partir de l'existant pour aller vers le mieux. Et il est important pour ça de regarder, justement, quel est l'existant. Donc, on a commencé à regarder le coût économique. Alors, il y a plusieurs diagrammes. Donc, on voit effectivement, l'assurance maladie le dit bien, que le coût de l'état des dépenses des pansements augmentent d'année en année. C'est quand même le 5e poste de dépenses des PHEV, c'est un certain poids. En Nouvelle-Aquitaine, ça correspond à 40 millions d'euros de dépenses, c'est pas rien. Au niveau mondial, on voit qu'il y a des projections qui ont été faites, des études qui ont été menées qui disent que ça va encore augmenter, avec des laboratoires qui ont des énormes marchés
au niveau mondial. Et c'est là aussi que c'est intéressant de s'interroger, et vous le faites, vous les pharmaciens, maintenant dans vos choix de marché, sur quel est l'impact de ce pansement via où il a été fabriqué, voilà, quel est son impact carbone. Et ça, c'est très important quand on fait les marchés de regarder ça aussi, quel va être son intérêt, mais d'où il vient aussi, comment il a été conçu, et voilà, quel est son impact. Et puis, il y avait cette petite étude qui avait été faite par la CPAM de la Manche qui montrait qu'effectivement, il y avait un tiers de represcription dans les 3 premiers jours de sortie du patient qui sortait d'une chirurgie parce que finalement, effectivement, soit la prescription n'était pas adaptée à la plaie, soit c'était mal prescrit et il fallait que l'infirmière libérale represcrive et que le patient retourne à la pharmacie, que vous redélivriez à nouveau des pansements. Et tout ça, bien sûr, ça fait des consommations inutiles. Donc ça, c'est les résultats de la thèse de Léa Tomelin. Elle nous a prêté ces diapositives. Elle avait fait cette étude sur 103 ordonnances, 14 services concernés. Elle avait analysé 345 lignes. Et on voit effectivement qu'il y a des problématiques un peu prévalentes, notamment de prescriptions équivoques, de quantités qui ne vont pas être mentionnées, de tailles qui ne vont pas être mentionnées. Et on sait quand même que la taille du pansement, c'est aussi ce qui est en lien avec son coût. De redondance aussi, voilà, il manquait les présences de rythme de réflexion des pansements, il y avait des coprescriptions de pansements primaires aussi, voilà, donc ce qui est hors recommandation. Il y avait des erreurs aussi par substitution, parce que quand ce n'est pas bien précisé, le pharmacien, il fait ce qu'il peut avec les données qu'il a, donc il va peut-être substituer pas par le bon pansement, des erreurs de classe, des mauvais conditionnements, bref, tout ça, en fait, créer un surcoût de 29%. Et 29%, c'est pas négligeable. Donc, ça nous a encore plus engagés à agir. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire, notamment, vous voyez, c'est classé sur la dispensation, la prescription, le conditionnement. Mais nous, on peut agir au niveau de la prescription. Et comment on peut agir pour que cette prescription, elle soit la plus juste possible, la plus pertinente et la plus éco-responsable possible. Alors déjà, on s'est dit, il faut vraiment former les professionnels à mieux prescrire. Donc, en adaptant à l'objectif de la plaie, en lien avec les recommandations HAS, et notamment le principe PACA, qui est la protection. Donc, un pansement doit protéger la plaie. Il doit absorber, puisqu'il faut qu'il soit occlusif. Il y a des exudats, il faut que ces exudats soient absorbés. Il ne faut pas qu'il y ait de la macération. Il faut qu'il y ait de la compression pour que, ensuite, il n'y ait pas de désunion, enfin que les berges soient bien bord à bord, et ce qui est aussi le principe d'action sur les tensions. Le chirurgien, ce qu'il ne veut pas, une fois que sa plaie soit cicatrisée, enfin une fois que le pansement est enlevé, qu'il y ait une désunion. Voilà. On ne veut pas d'infection, donc on veut un pansement qui protège. On ne veut pas de désunion, on veut une plaie bien bord à bord. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, bien insister sur les règles d'hygiène. Aujourd'hui, il y a une problématique que vous rencontrez sûrement, enfin pour ceux qui sont en ville tous les jours, avec des prescriptions d'antiseptiques associées à des pansements. Il y a une méconnaissance, et il est vrai, du monde médical sur ces recommandations qui dit qu'une plaie, aujourd'hui, elle est lavée à l'eau et au savon, même une plaie chirurgicale. La prescription d'antiseptiques doit être associée à une réflexion pour une infection particulière du site opératoire, enfin voilà, et où s'il y a des dispositifs implantés au niveau du site opératoire. Mais une plaie opératoire post-op classique ou une plaie chronique, cela va à l'eau et au savon. Voilà, le sérum FID n'est même pas forcément utile. Il peut être utile parfois au domicile quand l'accès à l'eau va être compliqué ou que voilà, il y a des domiciles qui sont sales ou qu'on veut un peu réhydrater un fond de plaie. Bon, ça, c'est des choses un peu particulières. Donc ça, c'était un principe tout simple. Et il faut sortir de ça. Et sortir aussi de l'usage des sets à pansement systématiques. Voilà, on utilise des sets à pansement de manière systématique alors qu'il n'y a pas besoin d'utiliser des sets à pansement de manière systématique. Donc voilà, c'était un petit peu revoir aussi ces principes de base et puis prescrire pour pouvoir réévaluer de manière hebdomadaire parce que jusqu'alors, avant le nouveau texte de loi, vous pouviez avoir des prescriptions jusqu'à cicatrisation pour 3 semaines alors qu'on sait très bien qu'une plaie évolue. L'infirmière doit réévaluer la plaie toutes les semaines au domicile et pouvoir réadapter le protocole. Comment peut-elle faire si on lui prescrit des dispositifs et le même
pour un mois, avec des quantités très importantes dans les boîtes en plus. Donc voilà, toutes ces problématiques... Je me fais la gardienne du temps. Il faut que j'accélère. Voilà. Donc voilà, donc c'était ça. Ça, je vais accélérer. Et donc, on a créé un modèle d'ordonnance qui montre, qui d'emblée, elles écrivaient le site de l'appelé, la longueur, la largeur, la profondeur. Et donc déjà, vous, en tant que pharmacien, vous aviez toutes ces informations qui vous manquent la plupart du temps, avec une durée de prescription de 7 jours. Et elle ne changeait pas ce chiffre, donc c'était prescrit pour 7 jours, avec toutes les indications en termes de l'appelé, pour l'appelé. Donc ça, c'était bien. Et après, sur la deuxième partie, elle prescrivait en nom de classe le pansement primaire. Elle pouvait rajouter une précision sur le choix, et noter le nom de marque, parce que certaines classes de médicaments ont besoin de précision. Et puis, comme elles ne connaissent pas bien les tailles, il y avait cette possibilité de cocher à adapter à la taille de l'appelé, ce qui permettait aux pharmaciens de ville de pouvoir proposer la taille de pansement qui était plus adaptée à la taille de l'appelé qui était marquée. Et puis, une taille supérieure s'il y a besoin, parce que la peau péridionale est abîmée. Et puis, elle pouvait aussi écrire les tailles. Et puis, voilà, tous les autres produits. Là, c'est des captures d'écran, mais il y a le savon, tout ça. Et puis surtout, ce qu'on a fait aussi pour les sets à pansement, puisque bon, parfois il y en a besoin, notamment les sets de méchage, d'étertion, c'est qu'on a précisé tout ce qu'il y avait dans les sets, parce qu'en hospitalier, ils ne savent pas forcément à domicile tout ce qu'il y a dans les sets. Donc c'est marqué, et surtout c'est marqué, les compresses sont déjà incluses dans le set, parce que combien de fois aussi il y a des prescriptions de compresses importantes en plus des sets à pansement, et en disant aussi que ce n'était pas obligatoire. Et surtout, on a enlevé les sets à pansement pour plaies chroniques. C'est une aberration, ça ne devrait pas exister, le set à pansement pour plaies chroniques. Il n'y en a pas besoin. Une plaie chronique, c'est à l'eau et savon. On n'a pas besoin d'un set à pansement. Voilà. Donc ça donne une ordonnance sous ce format-là, qui est assez clair pour un pharmacien de ville pour pouvoir délivrer pour 7 jours. Et l'infirmière, au bout de 7 jours, peut faire sa réévaluation et represcrire. Libérale. Donc voilà, donc il y a l'arrêté du 13 mars 2025 que vous connaissez, donc, qui reprend ces éléments-là avec le fait de prescrire pour 7 jours, de préciser les tailles de plaies, de préciser la catégorie de pansement. Et voilà, donc ça c'est ce qui a un petit peu changé, évolué, et qui fait que on rentre dans un cadre d'éco-prescription. On oblige un petit peu, les législateurs obligent aussi à être beaucoup plus carrés dans ces prescriptions, beaucoup plus détaillés aussi. Voilà, donc le guide des unités durables que Noël a mené est en photo, que vous pouvez demander aussi à avoir en écrivant à unité durable. Donc voilà, donc c'était améliorer la prise en soin des plaies, favoriser le juste soin, éviter les surcoûts, protéger l'environnement, de la consommation inutile de plastique et aussi la planète d'émissions de gaz à effet de serre inutiles. Voilà, excusez-moi, j'ai été trop longue. Désolée. C'est parfait, je vais rattraper. Hein. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, parce qu'après je dois m'en aller. Cécile Rougier s'en va, donc s'il y a une question, c'est le moment de lui poser. Ah oui, il y en a une. Au niveau des plaies, non, on n'a pas précisément regardé l'ophtalmologie. Ce n'est pas un endroit où on a des problématiques au niveau des plaies. On a beaucoup plus travaillé avec, par exemple, la cardiologie, la chirurgie orthopédique, la chirurgie plastique aussi, chirurgie de la main, et puis tous les services de plaies chroniques. Donc, service de médecine interne infectieuse qui traite des grosses escarres, des ulcères importants. Voilà. Mais non, l'ophtalmologie, non. Normalement, c'est des plaies... Donc, on va merci beaucoup. On vous libère. Le retour d'expérience du second GT, donc je vais passer vite sur le retour national. Donc c'était sur le circuit des produits de santé et on voulait du coup vous rappeler l'enquête nationale, puisque finalement ce GT s'est focalisé sur les actions mises en œuvre suite à l'enquête sur les déchets issus des médicaments à l'hôpital. Donc juste pour vous faire un petit retour, en Nouvelle-Aquitaine, il y a une forte mobilisation, 22 établissements, donc on vous les a représentés
sur les 210 qui ont participé, donc enquête qui s'est déroulée fin 2024, début 2025. Les objectifs, Armelle va très bien vous les présenter. Juste quelques points clés des résultats nationaux. Il y a eu un webinaire national là, le 5 septembre 2025. Tous les outils, je vous ai remis les liens, sont disponibles sur le site Réseau Médite, le rapport national, ce webinaire-là. Mais je voulais juste, voilà, en introduction, rappeler quelques chiffres clés. Donc, parmi ces 210 établissements, donc c'est vrai qu'on c'est juste une photo. Hein, ces résultats n'ont pas lieu à être extrapolables. C'est une photo à un instant T. La majorité des établissements ont bien mis en place des processus de réintégration des retours de médicaments. Souvent, il n'y a pas de temps, pas forcément un temps dédié à cette mission. Pour faire le lien avec la séquence d'après, on avait posé des questions sur l'automatisation des établissements, sur les reconditionnements, surconditionnements des établissements. Donc, il y avait parmi le pool des 210 établissements, 38% des établissements qui étaient automatisés, et il n'y a pas eu en tout cas de différence significative entre les établissements qui étaient automatisés ou pas. Il y a une différence qui va en faveur des établissements qui sont automatisés, mais pour l'instant elle n'était pas en tout cas significative en termes de gestion des déchets. Donc après on vous présente les résultats. Donc il y a eu plus de 252 246 suicidés qui ont pu être collectés, ce qui représentait, donc là il y a eu des médicaments très onéreux, hein, donc un peu plus de 700 000 € de dépenses, 2,14 tonnes, et ce qui représente, puisque derrière on a eu un financement national du réseau Médite et du C2DS pour calculer l'impact carbone, donc vraiment via la société Ecovamed. Donc on avait des résultats assez précis en termes d'impact carbone, et tous ces médicaments représentaient un peu plus de 122 tonnes équivalent CO2. Donc par classe, on voit que ce sont donc en termes de bien entendu de valeur et d'empreinte carbone, les médicaments périmés qui ressortent, ce sont souvent des médicaments onéreux que les établissements achètent, typiquement une plaquette d'anticancéreux oral qui peut être utilisée pour un patient qui est présent, on lui administre pendant le séjour, et après ça ne peut pas être réutilisé pour un autre patient, c'est jeté. Donc voilà, il y a vraiment ce volet sur les médicaments périmés. Ce sont plus les médicaments qui coûtent cher, à fort impact carbone. Les non remises en stock, il y a un volume plus important, c'est souvent parce que lorsque vous priorisez votre remise en stock, c'est pas forcément le paracétamol que vous allez remettre en stock. Donc du coup, il y a plus de volume en termes de non remise en stock à la PUI des retours de service. Ensuite, il y a tout le volet aussi traitement personnel. Là aussi, c'est souvent les médicaments qui coûtent cher qui sont jetés ou qui ne sont pas remis aux patients. On est sur de l'organisation. Je passe vite parce que Armelle va nous refaire un détail complet de comment elle a pu mettre en place l'enquête à travers le CHU de Limoges. Au CHU de Limoges, il y a eu vraiment une très forte mobilisation dans beaucoup d'unités de soins. Donc Armelle, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je sais pas, vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression qu'on m'entend pas. Donc je vais vous présenter en effet déjà toutes nos excuses pour être arrivé un petit peu en retard, mais on a été un petit peu bloqués. Donc je vais vous présenter la mise en œuvre de cette enquête des médicaments au niveau du CHU de Limoges, qui dans notre établissement il y a eu un dynamisme qui s'est mis en place autour de cette enquête. Donc nous trouvions intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Je remercie mes anciens collaborateurs de l'eau Médite de m'avoir convié à venir vous expliquer un petit peu comment nous nous sommes organisés. Donc tout d'abord, cette enquête est une enquête nationale sur une semaine pour un service donné. Elle a eu lieu sur une période qui était assez longue, mais c'est pas, puisque c'était une semaine par service, qui s'étendait du 25 novembre 2024 au 16 mars 2025. D'ailleurs, je remercie encore aussi nos collègues de l'eau Médite, parce que si on n'avait pas eu la prolongation que j'ai sollicitée, j'étais certainement pas la seule, mais quand on nous l'a proposé en début d'année, ça faisait vraiment trop court pour nous, en plus avec le CAQES et tout. Donc j'ai apprécié en tout cas le délai, et je pense qu'on a honoré le fait
notre participation en retour. Donc cette enquête, elle a engagé, selon moi, une dynamique éco-responsable dans le circuit du médicament, au niveau de notre établissement de santé en tout cas, et j'espère sur le territoire, parce que comme l'a dit tout à l'heure très justement Myriam, c'est une photographie, hein, on ne peut pas encore extrapoler les choses, mais c'est un début par rapport à où nous en étions, en tout cas autour du circuit du médicament et des déchets inhérents par rapport à ce circuit. Et ça nous a permis aussi de nous inscrire un peu plus en avant dans la feuille de route de l'ARS, hein, qui est sur une période de 2024-2028 et qui va probablement se poursuivre, sur la transformation écologique de notre système de santé et surtout nous inviter à la juste prescription, comme l'a très justement dit Madame Rougier avant moi, et nous interpeller, en tout cas, j'espère que je pense qu'on peut dire wake up hein, par rapport à la transformation écologique, parce qu'on est qu'au début du chemin et on a un grand chemin à faire. Donc les objectifs de cette enquête, c'était de mobiliser les équipes pharmaceutiques et soignantes sur l'importance de cette démarche écologique et éco-responsable autour des déchets sur le circuit du médicament, évaluer quantitativement et qualitativement les déchets issus des médicaments éliminés, et ça c'est vrai que c'était un petit peu répétitif, drastique, chronophage. Je pense qu'on peut donner tous ces qualificatifs, mais en tout cas, il faut passer par là pour quantifier. Identifier aussi les motifs d'élimination, ça c'est quelque chose qui est important parce que derrière, vous verrez dans les propositions, en tout cas d'action d'amélioration que nous avons faites au CHU de Limoges, l'identification est importante en fait. Estimer l'impact économique et l'empreinte carbone associée à ces 10 mètres éliminés, ça c'était quelque chose en tout cas nous, qui nous a beaucoup intéressés. Ce d'autant que c'est quand même assez difficile de mesurer cet impact carbone. Donc moi j'y ai vu une réelle opportunité en tout cas hein, au niveau de cette enquête. Et puis comme je vous l'ai dit, proposer des actions pour réduire les 10 mètres et puis surtout éviter le gaspillage. Donc les motifs d'élimination, qui sont les motifs qui étaient dans la méthodologie de l'enquête nationale. Hein. Donc tout d'abord, il y a les médicaments périmés, les médicaments altérés, les médicaments incomplets, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être unidose ou patient unique, hein. Les médicaments non administrés, notamment les injectables préparés à l'avance. Je vous dis ça par rapport à la suite de ce que je vais vous expliquer. Les médicaments non utilisés, là plutôt en lien avec les traitements personnels des patients ou les retours qu'on peut avoir via nos PUI au niveau de l'activité de rétrocession. Et puis aussi, comme le disait tout à l'heure Myriam, la non-remise en stock dans nos PUI des retours des services pour des raisons voilà, qui regardent chaque établissement. Donc ça, c'était intéressant déjà de bien poser un petit peu le décor. La méthodologie, donc c'était une semaine, 7 jours consécutifs, ça c'était important. Les professionnels de la pharmacie et les services volontaires de notre établissement ont mesuré et caractérisé leurs 10 mètres selon une méthodologie définie que je vous ai expliquée. On avait un fichier de recueil qu'on a complété sur le volet quantitatif et qualitatif. On l'a bien évidemment partagé, ce fichier Excel, avec l'Omédit. Et puis, dans chaque région, il y a eu l'Omédit. Et après, il y a eu une analyse. Mon cerveau anticipe un petit peu, avec l'Omédit de Normandie et puis l'Omédit Île-de-France aussi et l'ARS Île-de-France qui ont contribué à cette étude. Donc les données ont été analysées en euros, en volume, par ce groupe de travail que je viens de vous citer. Et on a eu cette mesure de l'impact carbone qui est quand même super importante et qui est quand même aussi très compliquée à calculer. Hein, sur la méthodologie nationale, bien évidemment, pour mesurer cet impact carbone et les effets de gaz, les gaz émis à effet de serre. Donc, le retour d'expérience au CHU de Limoges. Donc, tout d'abord, on a présenté cette enquête aux différentes directions, que ce soit la direction générale, la coordination générale des soins, le directeur de la transition écologique, et ils ont tous donné leur accord et approuvé, en tout cas, notre volonté de mettre en œuvre cette enquête. Ensuite, on a constitué un groupe projet, mais on a fait ça très, très vite. Hein, et c'est là que j'ai vu que c'était très fluide et que ça engageait une certaine dynamique au niveau de l'établissement, avec la coordination générale des soins, l'équipe pharmaceutique qui était assez conséquente. Et on en a profité aussi pour positionner une jeune étudiante qui avait réussi le concours de l'internat et qui avait sollicité un stage de recherche au niveau de la PUI. Donc c'était une opportunité aussi pour elle.
On a aussi embarqué avec nous le pharmacien responsable de l'unité d'hygiène de notre CHU, un anesthésiste réanimateur qui est très très impliqué dans le groupe Transition écologique, et puis aussi l'ingénieur responsable du traitement des déchets. Donc vous voyez qu'on était déjà très pluridisciplinaire en métier. Donc notre période de l'enquête, elle était sur un petit mois, hein, du 5 février au 2 mars. Donc les retours que je peux vous faire, donc 6 services volontaires, j'avais essayé de motiver en tout cas et puis d'orienter un petit peu sur la représentativité du CHU. Donc on avait un secteur de MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, SMR. Il nous manquait juste, je le dis maintenant, même si c'est écrit plus tard, un service du SLD, d'EHPAD. Et l'HAD était motivé, mais ce qui était un peu plus compliqué, c'était le lien avec les infirmières libérales. Donc on a décidé de reporter cette enquête, mais on la fera quand même en HAD, puisque là aussi, les conditions de gestion des déchets de médicaments sont aussi importantes. Donc je vous passe les dates. Les services aussi, comme je vous l'ai dit, dans le secteur MCO, je voulais aussi que ce soit représentatif de ce secteur MCO, c'est-à-dire qu'on avait à la fois services de chirurgie, des services de soins intensifs. On a eu 23 blocs opératoires, plus toutes les salles de naissance de notre hôpital de la femme, de la mère et de l'enfant, la rhumatologie, SMR et puis maternité, en plus des salles de naissance. Donc on a procédé de la même manière dans chacun des services avec une communication claire et efficace, et on a été très bien aidés par les différents supports qui nous avaient été mis à disposition par l'OMEDIT et puis le niveau national. Hein. Donc là, on n'a pas fait grand-chose si ce n'est de personnaliser. On a fait un classeur pour chacun des services. Ça a duré à peu près 15 minutes, cette présentation. On a répondu aux questions et il y en avait beaucoup. Et là, dès cette petite réunion, on a senti la motivation en fait des équipes. Donc ça nous a fait plaisir. Ça augurait en tout cas quelque chose de positif qui s'est concrétisé. Donc au niveau des résultats, alors bien sûr, on a un petit fascicule qui nous a été remis par établissement. Donc là, j'ai vraiment fait un tout petit focus aujourd'hui. Mais dans les chiffres clés pour, en tout cas, ce qui nous concerne au CHU de Limoges, on avait 2242 UCD de concernés et de collectés. Ça représentait 2400 €, un poids de 66,1 kg. Donc ça, c'était un poids qui était important. Et si vous regardez la diapo de gauche, moi je ne vois pas beaucoup, mais je peux vous dire de mémoire, c'est tout petit sur ce petit écran. Mais on a majoritairement, ce sont les blocs opératoires et les salles de naissance qui font à peu près 50 kg sur les 16 kg. Tout le reste, on tourne autour de 3, 5, 4 kg par service. Et les motifs principaux d'élimination en pourcentage, en tout cas pour nous, ce sont les médicaments non utilisés qui représentaient presque 28%, les non administrés, un peu plus de 21%, et les périmés, 18%. En tout cas, pour la photographie, ce jour donné. Donc cette enquête chez nous a permis de faire une évaluation des déchets issus des médicaments sur une semaine, et la photographie nationale aussi, puisqu'on a eu le retour de cette enquête au niveau national. Elle a permis de sensibiliser, de mobiliser et d'agir collectivement pour réduire ce gaspillage. Elle a permis aussi d'engager des actions d'amélioration, et notamment sur les médicaments non utilisés. Ça nous a permis de rappeler la procédure. Alors, on le fait régulièrement, plus avec la certification HAS. On est toujours sur ce rappel des procédures, mais on sait qu'enseigner, c'est répéter dans la pédagogie, donc il faut continuer. Rappeler aussi régulièrement les règles de bonne gestion des médicaments pour éviter qu'il y ait le moins de périmés possible. Et puis de toujours bien conserver le numéro de lot et la date de péremption, ça c'est super important, parce que dans les retours que nous avons, c'est souvent les raisons, notamment pour les présentations en conditionnement non unitaire hospitalier pour les formes orales. De communiquer largement sur ce sujet, en tout cas pour nous au niveau institutionnel. On a différents supports de communication. On a les lundis de la qualité avec la direction qualité gestion des risques, où on utilise différentes thématiques, et nous, c'est un moyen de communiquer aussi avec les services, en plus des notes d'info. Il y a une autre note d'info qui s'appelle Grand Angle, qui est plutôt destinée au corps médical. Donc, on a décidé aussi qu'on en parlerait à ce niveau-là. Et puis, on va être à la 3e journée de la transformation écologique au niveau de notre CHU. Et le 15 janvier, on a décidé de communiquer aussi, et alors un peu plus qu'aujourd'hui, mais de développer en tout cas les résultats de cette enquête. Donc, on est aussi, bien évidemment, vous comme nous, en attente d'une clarification des filières d'élimination des 10 mètres, parce que c'est vrai que ce n'est pas obligatoirement
évident pour tout le monde. Et on s'est rendu compte justement dans les questions qui nous ont été sollicitées lors de notre présentation, c'était vraiment beaucoup de questions revenaient, même si en dehors de cette enquête, ces questions, on les avait déjà, mais on sentait que c'était vraiment centralisé sur ce point-là. Donc, on a prévu également de réitérer cette enquête, donc, comme je vous l'ai dit, en HAD, USLD et PAD, qui, eux, n'avaient pas participé, de renouveler cette enquête et puis de proposer un indicateur pour éviter un biais en lien avec une activité, avec des moments où une activité est plus importante ou moins importante. Donc, on avait envie d'avoir quelque chose qui nous permettait de comparer objectivement si on peut réitérer cette enquête. Et donc, on réfléchit là-dessus. Et puis, et en plus, trouver l'activité d'un secteur, c'est relativement facile, même a posteriori, on peut revenir dessus. Donc, on y voyait un intérêt certain. Et on se disait aussi, à l'époque, ou en tout cas pour nous, les pôles, il y a une petite réforme du système pôlaire au niveau de notre établissement avec... on va réactiver les bureaux de pôle et puis la gestion de ces pôles. On se disait que ça pouvait être aussi un indicateur qualité et sécurité qui pourrait être représentatif dans le tableau de bord de chacun des services. Comme ça inciterait tous les services à y participer. Et enfin, je voulais aussi vous préciser qu'on a pu valoriser cette enquête dans les items concernés du contrat d'amélioration qualité et efficience des soins que nous renseignons tous chaque année. Merci beaucoup Armelle pour ce retour très exhaustif sur l'enquête. Et derrière, je voulais juste préciser qu'il y a un groupe de travail national, du coup Réseau Médit C2DS. L'idée, c'est lorsqu'on a fait le rapport national, volontairement, on n'a pas mis les actions d'amélioration parce que l'idée, il y a eu un recueil d'initiatives qui est parti auprès des 210 établissements qui ont participé. Donc l'idée, c'était de produire des recommandations avec l'appui des initiatives de terrain. On sait que certaines recommandations étaient, on demande une évolution de la réglementation. Donc c'est pour ça, c'était cette volonté, c'était facile entre guillemets pour nous. Ces recommandations, elles sont quasiment écrites et vous les avez très bien partagées également. Donc l'idée, c'est de produire. Il y a un document national qui va être co-construit avec les professionnels de terrain investis. On n'est pas en avance, donc on va passer directement au GT éco-prescription. Et le temps de mettre le film, donc GT éco-prescription. Alors, les priorités lors de ce groupe, alors bizarrement, alors pour un pharmacien, ça fait un petit peu, c'est étrange de commencer à travailler sur l'éco-prescription en parlant de thérapeutique non médicamenteuse, mais on s'est rendu à quel point c'était vraiment dans cette logique de déprescription. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter le film qui a été réalisé. Alors, je tiens à remercier l'Institut Bergonié pour ces premières captations et puis l'ensemble de l'équipe de l'Omédit qui a fait un super travail en 15 jours pour qu'on puisse vous présenter ce film. Monsieur Dupont ? Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Venez vous asseoir. On m'a dit que vous faisiez l'hypnose. Oui, tout à fait, oui. Vous connaissez un peu l'hypnose ou on vous en a juste parlé comme ça ? Alors, pour vous rassurer, ici, en fait, moi, je suis médecin et je pratique l'hypnose dans un cadre très éthique, c'est-à-dire très cadré. Et effectivement, on va vous proposer des séances, on va vous donner certains outils pour justement ressentir autrement cette douleur. On ne va pas supprimer le message douloureux, ce serait trop beau finalement. Et puis on n'a pas cette prétention en hypnose, c'est justement de modifier la fréquence de la douleur, l'intensité de la douleur, le ressenti de la douleur, et que finalement vous fassiez de cette douleur une alliée, une amie, et non pas une lutte perpétuelle contre cette dernière. Et je pense que ça peut faire sauter certains médicaments. Enfin, au moins les espacer, au moins... on essaie autre chose. Bon, ça marche pas, parce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'on n'est pas dedans, ou je sais pas. Bon, on va prendre de la morphine, mais avant, on sait qu'il y a autre chose. Voilà, c'est des techniques auxquelles j'ai confiance. Marie me suit depuis quelques mois, ça m'apporte vraiment
stress avant le traitement et je repars plus sereine après le traitement. Ça m'a permis de prendre moins de médicaments, notamment de l'angoisse et du stress. La séance en elle-même, elle m'apaise. Peu importe ce qu'il se passe autour, vous êtes tranquillement concentré sur votre objectif de séance, à savoir parfaire l'utilisation de l'auto-hypnose. J'aime dire hypnose pour les adolescents et jeunes adultes. Et grâce à cette étude, il y a eu 2 résultats phares. Le premier, c'est qu'il y a 100% des échelles d'anxiété qui sont en diminution après une séance d'hypnose. Et il y a aussi une nette diminution des nausées et vomissements, une diminution des thérapeutiques associées. Beaucoup moins de traitements en si besoin, donc hors protocole de chimio, pris pendant toute leur cure. Ils se sentent soutenus, ils apprennent l'auto-hypnose parce que c'est l'objectif premier de l'hypnose, c'est pas de les rendre dépendants de notre pratique, mais de les rendre donc autonomes. Et tout ça en complémentarité bien sûr avec les traitements, il faut bien me le rappeler, avec le traitement médical. L'idée étant voilà, de leur apporter un soin de support supplémentaire au sein de leur parcours de soins en cancérologie. Et donc en fait, utiliser cet outil, en kinésithérapie, pour moi, c'est une évidence en fait. Parce que la personne, elle est déjà en état de conscience modifié de par la séance de kinésithérapie propre. Donc après, l'idée, c'est d'utiliser l'imaginaire pour arriver vers un état de soulagement bien plus rapide que ce que moi, je pourrais faire seulement avec mes mains. Donc si on est attentif à son corps, on peut encore une fois venir chercher ses ressources inconscientes. Et donc on travaille ça en même temps que la séance de kinésithérapie. Et moi, je trouve que ça a révolutionné clairement ma pratique, parce que les états de soulagement sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. Voilà, cette première captation vidéo, l'idée c'est une première capsule. On va aller au CHU de Bordeaux et également dans un EHPAD de Corrèze pour poursuivre ces captations vidéo et vous proposer du coup des capsules thématiques avec à chaque fois le regard soignant et également le regard patient. Et je remercie infiniment du coup Edwige d'avoir eu l'accord des différents patients et sur ces témoignages qui renforcent cette vidéo. Je trouve que c'est très important. Et derrière, on est en train également de travailler sur un recueil. Ceux qui n'ont pas, dans le groupe de travail, il y a les 3 établissements qui ont accepté de participer à ces captations vidéo, mais il y a d'autres établissements qui déploient ces thérapeutiques non médicamenteuses et qui pourront valoriser leurs actions dans un recueil qui est en cours du coup de formalisation. Edwige, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Edwige Apretna, je suis pharmacien à l'Institut Bergonié, qui est le centre régional de lutte contre le cancer de Bordeaux. Et je viens vous présenter la démarche développement durable à l'Institut Bergonié. Alors j'ai rejoint fraîchement le groupe de travail éco-prescription notamment en début d'année. Et en fait, ça m'a permis de m'intéresser à tout ce qui se passait dans mon établissement au niveau du développement durable. Donc j'ai un petit peu découvert tout ce qui s'y passait, même si quelquefois on était sollicité pour des questions, notamment sur les déchets médicamenteux par exemple. Donc, voilà. Le développement durable, en fait, à l'Institut Bergonié, donc je vous fais un petit bilan, et en fait, on a beaucoup d'initiatives encourageantes, mais très morcelées. En fait, on n'est pas tout à fait encore très structuré, ou autrement, moi, je ne l'ai pas bien vu. Mais au niveau du bloc opératoire, par exemple, c'est un petit peu le fer de lance. Donc, notre plateau technique interventionnel a commencé déjà en 2021. Et donc, ils ont travaillé sur les gaz anesthésiants, sur le tri du verre, donc des ampoules, les tenues en tissu. En 2022-2023, ils ont caractérisé les déchets. Ils ont fait des éco-conceptions de soins. Donc, en fait, ils ont fait des kits particuliers. Ils ont travaillé sur les kits. Donc, un gros travail avec le pharmacien qui s'occupe des dispositifs médico-stériles à la pharmacie. Ils ont fait des affiches sur le tri.
En 2024, le bloc opératoire a donc rejoint, nous, on a un copil déchets à l'Institut Bergonié. Et ils ont donc travaillé sur la filière métal, plastique. En fait, c'est vraiment très, très centré sur le plateau technique interventionnel. Et en 2025, ils étaient a priori en train de travailler sur la filière papier et la filière flacon de verre, les filières verre en flacon. On a pour projet de, entre guillemets, dézinguer notre centrale de protoxyde d'azote, puisqu'on sait qu'au niveau carbone, c'est pas génial. Il parlait apparemment d'avoir un label, le label Green Block. Voilà. Donc ça, c'est pour le bloc opératoire. Au niveau des services de soins, donc là, j'avais été contactée par une infirmière qui se posait des questions, en effet, sur le tri du verre de nos petites ampoules. Mais c'était dans les services de soins, donc pas au niveau du bloc opératoire. Donc c'était un petit peu... voilà, comme je disais, on a des petites initiatives un petit peu qui partent des soignants. Donc voilà. Et comme vous avez vu dans le film, on a toutes nos thérapeutiques non médicamenteuses qui sont vraiment à l'Institut Bergonié. Enfin, quand j'ai travaillé là sur le film avec Myriam, en fait, quand on a rencontré les professionnels de santé, franchement, j'étais super fière d'appartenir à cet établissement parce qu'on a vraiment des soignants qui font des choses qui sortent de leur cadre et qui sont extrêmement motivés pour notamment moins utiliser de médicaments, par exemple. Donc voilà, c'est une autre façon de voir les choses. À la pharmacie, on a aussi toujours le pharmacien des dispositifs médico-stériles qui s'appelle Philippe Stein a mis en place les gants sans latex. Ils ont fait aussi il a travaillé sur les sets d'anesthésie. Côté pharmacie, donc on a bien sûr participé à l'enquête de médicaments à l'hôpital, pourquoi et combien on jette, comme Armelle vous l'a exposé. Et aussi, ça c'est une petite partie qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a de la chance d'avoir des armoires connectées sécurisées, donc j'en parle souvent, mais ça permet vraiment d'avoir une traçabilité des médicaments, de réduire les périmés. Donc si jamais vous faites de l'automatisation, et ça sera le lien avec la séance d'après, la session d'après, surtout pensez à faire des petits audits avant de regarder combien vous jetez, et puis comme ça vous pourrez comparer si vous avez des solutions automatisées après. Donc, et ça fait partie aussi de tout ce qui est développement durable. Et pour terminer, donc voilà, nous en fait, comment on voit les choses, je pense qu'il faut qu'on s'engage au niveau individuel, au niveau dans nos professions. Donc par exemple au groupe de travail sur la transition écologique, on a 3 pharmaciens qui sont engagés. Mais ce que je viens d'apprendre là, c'est que j'ai vu que Léa, elle avait bossé sur les pansements, et Léa Tomelin, elle fait partie de notre équipe, donc je vais aller la solliciter. Donc c'est super, j'apprends plein de trucs. Et donc on a des services de soins qui font beaucoup de choses. Donc, comme vous avez vu, on a des initiatives un peu isolées où ce sont des objectifs professionnels. Donc il faudrait peut-être qu'on arrive je pense que c'est en train de se faire, à mieux savoir ce qu'on fait dans l'établissement. Deuxièmement, il faut engager bien sûr son établissement. Donc là, inscrire la transition écologique dans le projet d'établissement, ça, je pense que c'est une chose hyper importante à faire. Merci Noël de me l'avoir soufflé. S'inspirer aussi des dispositifs existants. Donc j'ai appris aussi, grâce au groupe de travail sur l'éco-prescription, qu'il existait les unités durables. Moi, je ne connaissais pas avant. Et pour dire aussi qu'au niveau des centres anticancéreux, on a une charte, je ne l'ai pas mis là dans la diapo, mais on a une charte qui est sortie en janvier 2025, une charte sur le RSE qui s'applique pour... donc on a un plan aussi, donc c'est pareil, je suis en mode découverte, donc voilà. Bien sûr, pour faire tout ça, il faut qu'on se forme.
Il faut sensibiliser les acteurs de soins et il faut favoriser toutes les actions, toutes les entreprises individuelles. Et ensuite, il faut, dans un dernier point, valoriser les thérapeutiques non médicamenteuses, hein, même si moi je suis pharmacien, mais il faut avoir une utilisation raisonnée des médicaments. Et là, on ouvre un gros débat sur le traitement personnel, qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il faut le redonner, tout ça. Comment on peut réutiliser tous ces médicaments qu'on jette et bien sûr valoriser tous les services qui rentrent dans cette démarche de développement durable. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Edwige, pour voilà, tout ce que tu as pu mettre en place et tout ce que l'Institut Bergonié met en place. Alors on n'est pas en avance. Hein. Je donne la parole du coup à Claire Morisson sur l'action de l'ARS. Merci beaucoup. Alors attends, c'est dans quel sens? Tac. Un petit point d'actualité rapide sur la feuille de route de la transformation écologique du système de santé qui a déjà été évoquée. Donc il y a 3 priorités, je vais y revenir, la décarbonation, le référentiel. J'inciterai moins sur la prescription des produits de santé puisqu'on en parle beaucoup à cette table ronde. Sur l'actualité, sur la décarbonation, nous on a souhaité mobiliser un outil réglementaire qui s'appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, que vous connaissez peut-être sous son petit acronyme, le BGS. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Il permet 2 choses. Une comptabilité carbone assez précise de tous les postes d'émission, de toutes les activités des établissements. Donc ça permet de transformer des consommations énergétiques, des achats de médicaments, des achats de dispositifs médicaux en tonnes de carbone. Et donc à la fin, on a une photographie de l'établissement sur tous les postes d'émission. Et deuxième intérêt de cet outil, c'est qu'il permet de se projeter et de faire des plans de transition dans l'objectif de décarboner, parce que c'est quand même ça l'idée. On est censé atteindre la neutralité carbone en 2050. On a mobilisé cet outil en finançant un projet qui est porté par le GCSHA et réalisé par une entreprise qui s'appelle CV Développement. L'idée, c'est d'accompagner dans un premier temps tous les établissements de santé de la région. Je dis bien tous les établissements, pas uniquement ceux qui sont assujettis à cette réglementation, pour avoir une photographie assez précise. Parce que pour décarboner, il faut bien avoir un point de départ et pouvoir mesurer le chemin parcouru. Donc pour avoir ce point de départ, il faut ce fameux T0, cette mesure de carbone de toutes les entités juridiques sanitaires de la région. Aujourd'hui, on a déjà un bel engagement, ce qui est 67 entités qui sont engagées. On arrive à un premier tonnage estimé de 880 000 tonnes. Alors ça ne dit pas grand-chose comme ça. Parfois, on le voit représenté sous forme d'aller-retour Paris-New York. On voit différentes façons de symboliser ces tonnes de carbone, ce poids carbone émis par nos hôpitaux. Et l'idée, c'est d'essayer d'affiner ces chiffres au fil de l'eau. On s'intéressera bien sûr, dans les prochains mois, avec la mission régionale d'appui, au secteur médico-social, pour aller aussi à accompagner la décarbonation du médico-social. Deuxième priorité, le référentiel hébergement et restauration. Ça, c'est une marque NF Environnement. On a coporté ce projet avec l'AFNOR. Ça existe, c'est sorti. Il reste 3 petites finalisations, mais l'idée, c'est de valoriser des établissements qui auraient déjà des pratiques vertueuses sur ce qui n'est pas le soin, ce qui est le reste. Et le reste, c'est beaucoup de choses. Vous le voyez, ça peut être la blanchisserie, la sobriété énergétique, la question de la consommation de l'eau, des produits d'entretien. Et il y a plein de belles choses aussi à faire et ça participe à la décarbonation. Ça va être largement porté par la mission d'appui dont va parler Noël, donc elle va probablement en reparler aussi. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de la mission régionale d'appui. Je voulais juste faire une petite photo aussi. Vous connaissez ou pas ce dispositif des conseillers en transition énergétique et écologique. Ils existent sur l'ensemble de la région. C'est un dispositif national avec une coordination dans chaque région animée par la NAP. Et nous, on comporte le truc au niveau régional, bien sûr. Il y a une quinzaine de conseillers aujourd'hui. L'intérêt de ces postes-là, c'est qu'ils apportent leurs compétences techniques sur comment optimiser, notamment le volet énergétique. Ça participe à la décarbonation et je vous assure que ça produit des gains assez conséquents qui, pour un directeur, peut permettre de les mettre sur un autre sujet que des dépenses énergétiques parfois inutiles, en tout cas, qui sont optimisables, c'est sûr. Et sur le volet écologique, pareil, ils peuvent aussi apporter une compétence auprès donc, de leur établissement porteur. Vous les voyez, ils sont situés à différents endroits dans la région, mais aussi pour un périmètre d'établissements qui participent à ce processus-là, sanitaire et médico-social. La mission d'appui, je laisse Noël le détailler. Et puis un dernier point d'actualité, puisqu'on s'apprête à lancer un label sur les blocs éco-responsables. Vous voyez
peut-être pas en détail, mais il y a différentes thématiques avec une grille qui a été co-construite avec des experts, des blocs opératoires. Bien sûr, l'idée, c'est de valoriser les établissements qui ont déjà des pratiques vertueuses, et il y en a beaucoup, avec un système de label qui aura 1, 2 ou 3 étoiles selon le niveau d'avancement des blocs. Voilà. Merci beaucoup. Oui, sans transition. Noël. C'est merveilleux. Donc, je suis ravie de vous présenter donc, la mission d'appui. En fait, c'est complètement miroir de ce que vient de dire Claire, puisque la mission d'appui a été créée par l'ARS pour faire vivre la feuille de route avec les objectifs qui ont été présentés par Claire. Donc, Claire l'a dit, la mission d'appui est là pour accompagner les établissements dans cette aventure de décarbonation, certifier et observer. Bon, vous voyez, c'est la même chose avec des petites choses qui débordent, on va dire. Donc, sur la décarbonation, Claire l'a dit, et la mission d'appui est là pour encourager, faire savoir, encourager les établissements pour aller vers cette décarbonation, et bien sûr aussi mettre en place les plans de transition. Claire l'a dit, on mesure, et puis ensuite, à partir de là, on va dire, tiens, il faut qu'on fasse un effort sur telle ou telle action. Donc là, la mission d'appui est là pour encourager ces actions, sensibiliser par des webinaires, par des formations, je vais en dire un mot tout à l'heure, et bien sûr, on va un peu déborder, c'est aussi soutenir des actions autour de la décarbonation, par exemple dans les soins éco-responsables, l'alimentation durable, le tri des déchets, la mobilité. Donc on va venir accompagner les établissements et aussi les professionnels de santé sur ces thématiques. Alors, des outils d'information et de partage sur la décarbonation, il y a des webinaires organisés par la mission d'appui. On en est déjà à 8 depuis quelques mois. Et les derniers, c'était comment on mesure son BGS, alimentation durable, mobilité. Le dernier, mobilité, c'était la semaine dernière. Et je vous montrerai ça. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site de la mission d'appui. On est en train de créer des fiches de bonnes pratiques et de retour d'expérience parce qu'il faut faire voyager, partager les bonnes idées, bien évidemment. Et bientôt, la mission d'appui mettra à disposition des parcours pédagogiques. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur le site de la mission d'appui. Donc, partager l'info, bien évidemment, c'est essentiel. Deuxième point, certification, c'est bien sûr promouvoir les labels dont a parlé Claire, le référentiel AFNOR sur l'environnement et l'hébergement, et puis les blocs éco-responsables. Et donc là, la mission d'appui fait savoir, on est là une plaque tournante pour faire savoir ce qui se passe, donc faire savoir aux établissements qu'il y a ces labels qui sont utilisés, accompagner les établissements pour faire leur autodiagnostic. Et puis, on a créé 2 plateformes en ligne qui permettent aux établissements de faire leur autodiagnostic et finalement d'utiliser assez simplement les critères, d'aller rentrer les critères pour avancer sur cette thématique. Puis j'en reparlerai bien sûr. Derrière, il y a un observatoire. Donc certifié, Claire l'a dit, le référentiel AFNOR, hébergement en établissement. Et vous voyez dessous l'outil d'auto-évaluation, ce sont des plateformes en ligne qui permettent à l'établissement de rentrer des données et ensuite on va pouvoir certifier l'établissement qui a souhaité avancer sur cette thématique. Et l'autre label qui est là en cours de finition sur les blocs co-responsables, Claire a parlé des thématiques et là encore vous voyez la plateforme qui permet à l'établissement et au bloc de remplir les critères avec les différentes thématiques et validation par un comité d'experts. Donc tout ceci, on a des retours, la mission d'appui a des retours parce qu'on a déjà engagé des établissements dans cette dynamique et les premiers retours sont très positifs avec un outil plutôt facile d'utilisation. Donc bien évidemment, on va continuer dans cette voie. Dernier axe pour nous, c'est l'observatoire. Vous imaginez que tout ce qu'on est en train de faire là va générer des données. Qu'est-ce qui se passe dans les établissements, qu'a donné la labellisation sur tel label. Et bien évidemment, on va répertorier ces données avec plusieurs finalités. La première, c'est orienter les politiques publiques. Et l'ARS, notre institution de financeurs, il y a un besoin de savoir où en sont les établissements et quels sont leurs besoins pour avancer dans cette dynamique.
suivre l'évolution dans le temps. Depuis ce matin, on entend parler d'évaluation et de suivi. Et c'est essentiel, partager les informations, partager les bonnes expériences. Et là, je dirais, c'est un point supplémentaire, un bonus, c'est la communication. Et comme j'ai dit depuis tout à l'heure, on a créé un site, le site de la mission d'appui, dont vous avez là l'adresse, qui explique, bien sûr, la dynamique en région, mais qui met à disposition tous les outils dont je vous ai parlé. Les webinaires sont bien sûr en replay, et puis toutes les fiches de partage d'expérience seront sur ce site au fur et à mesure qu'elles seront créées. Et d'ailleurs, je peux d'ores et déjà faire un appel, si vous avez des expériences qui sont intéressantes, elles peuvent venir alimenter ce site qui doit être le plus riche possible. Là, on est dans un partage d'expérience pour avancer plus vite, et on voit bien qu'il se passe des choses et que les uns les autres, on a besoin de partager tout cela. Voilà, pas plus. On est pas mal, non. On n'est pas tout à fait bien, mais il y a surtout un stand là. Vous pouvez aller et sur le stand. Sur un stand, mais bien sûr, voilà. avec 2 salariés présentes parmi nous, Colline, peut-être levée, voilà, et Laureline, qui sont là, et le stand est dans l'entrée. Il fallait bien que j'oublie quelque chose, c'était ça. Merci. Et Bernard, qui est vice-président de l'association Adesala. Merci. Mélodie. Bien, moi je vais aller très vite. Je voulais vous parler un petit peu de l'engagement de l'assurance maladie en matière de transition écologique, mais aussi en matière de santé environnementale. Alors, c'est une démarche qui est assez récente pour l'assurance maladie. Depuis 2023, ça s'est formalisé à travers un schéma directeur que vous avez à votre disposition, évidemment, sur notre site internet amélie.fr. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ça a évidemment des impacts au niveau interne, mais ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est que ça peut avoir aussi des impacts au niveau externe, et c'est l'objet de notre travail en collaboration, évidemment, avec l'ARS et l'Omédit. C'est qu'on souhaite agir ensemble pour faire évoluer les comportements. Alors, on travaillait déjà sur la pertinence et l'efficience du système de soins, et c'est une brique verte qu'on va rajouter à ce sujet. Alors, vous allez retrouver des angles de réflexion sur nos rapports chargés-produits déjà depuis quelques années, mais sur 2026, je vous ai mis quelques exemples, notamment à travers nos outils, les délégués par exemple de l'assurance maladie qui vont pouvoir porter des nouveaux messages auprès des professionnels de santé. On va également contribuer à la qualification et à la quantification du gaspillage des produits de santé, essentiellement en ville, puisque en établissement, c'est déjà géré par d'autres dispositifs. Et puis, à moyen terme, développer la réutilisation des dispositifs médicaux. Donc ça, ce sont les angles de réflexion. On a des expérimentations et des premiers mémos qui sont à disposition sur notre site internet amélie.fr. Donc des premiers mémos, alors voilà, qui sont ici. Il y en a 3 qui sont à disposition, 2 plutôt sur la sphère infirmière avec justement comment éviter le gaspillage des produits de santé et comment éviter le gaspillage des dispositifs médicaux. Et puis on en a un qui est plutôt à destination des médecins sur le remplacement des inhalateurs avec gaz propulseur par des inhalateurs sans gaz. Voilà, donc ce sont des premiers outils que l'on va s'attacher en région à commencer à diffuser plus largement auprès des professionnels de santé de ville. Et puis, dernier axe de réflexion, je vous l'ai dit en tout début, en titre, on est engagé sur la transition écologique, mais également sur la santé environnementale. Donc, l'assurance maladie se positionne sur ces champs-là. Elle était déjà positionnée sur des thématiques comme l'antibiorésistance, par exemple, qui font partie de ce sujet-là. Mais on a lancé cette année une grande campagne sur la question des perturbateurs endocriniens, à la fois auprès des professionnels de santé de ville, mais également auprès des assurés, et notamment des jeunes parents. Donc c'est une grande action nationale qui est en cours de déploiement. Voilà. Merci beaucoup. Noël, on te laisse conclure. On aura un tout petit peu de retard, mais c'est bon. En 30 secondes, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette thématique de la Omédit, transformation écologique, produits de santé? Qu'est-ce qui se passe? Premier point, ça bouge. Ça, c'est essentiel. Il y a une prise de conscience de toute évidence sur l'urgence climatique. Et un point important, ça fait un petit moment que je suis dans le jus. Il y a quelques années, la santé n'était pas concernée. On ne touche pas à la santé
en ce qui concerne le changement climatique et l'urgence climatique. Ben aujourd'hui, ça a bougé. On sait, c'est faisable, c'est nécessaire. Et en plus, on peut continuer à bien soigner les patients tout en étant moins impactant. Donc ça, c'est quand même la première bonne nouvelle. La deuxième, ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est qu'on travaille à l'évaluation de ce qu'on fait. d'IMED, magnifique. On voit plein de publications. Là, vous pouvez y aller chercher les publications, impact de la voie orale versus impact de la voie IV sur des médicaments, c'est fait. Matériel à usage unique versus réutilisable, il y a des études. Donc là, vraiment, la communication commence à fleurir là-dessus. Vous avez parlé d'un interne, on a des jeunes qui commencent à travailler. Les études maintenant, on lance des internes, des jeunes pharmaciens sur des études d'impact de l'utilisation des médicaments, des dispositifs médicaux. Donc il y a des choses qui existent et on a de magnifiques exemples tout à fait probants. Troisième chose, on voit bien qu'il y a des solutions. Magnifique, l'expérimentation qui a été faite au CHU de Bordeaux, que nous a présentée Cécile Rougier. Des solutions existent et on voit bien que ces chantiers peuvent être partagés. Vous allez publier sur ce que vous avez fait. Et ce que j'ai entendu, c'est la pluridisciplinarité, le décloisonnement. La transformation écologique, c'est une opportunité magnifique pour enfin travailler le décloisonnement. Ça fait longtemps que j'en appelle de mes voeux, faire travailler les pharmaciens avec les médecins, c'est faisable et c'est même vachement intéressant. Et on fait plein de choses. Et là, on va chercher aussi les infirmières, on va chercher le cadre de santé. Donc, on peut travailler ensemble et partager nos initiatives. Thérapeutique non médicamenteuse, on va partager ce qui se fait dans un établissement, un autre, et on va aller plus vite. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, Edwige me l'a fait entendre l'autre jour, il y a besoin d'outils. Les professionnels ont besoin d'outils, les établissements ont besoin d'outils, et pour avancer plus vite, des outils sont à disposition. La CPM en met en place sur son site, l'OMEDIT, et la mission d'appui est là pour vous aider à trouver le bon outil. Et là, c'est une des actions que nous menons à la mission d'appui, c'est échanger avec les directions des établissements qui vont nous dire, voilà, nous on en est là, et pour avancer, on a besoin de quoi? On a besoin des unités durables, on a besoin peut-être de l'agenda 2030 qui va nous permettre de structurer une démarche. On a envie de travailler sur les blocs éco-responsables. Donc, on a des outils à disposition et vous avez même une mission d'appui qui est là pour vous orienter parce que finalement, on commence à avoir beaucoup d'outils. D'accord? Et là, ça, c'est vraiment important. Et l'ARS a bien pris conscience de ça, qu'il faut accompagner les établissements, il faut accompagner les professionnels pour avancer, pour aller plus vite. Alors, quand même, bien sûr, là, je donne plein de points positifs. Il y a aussi une alerte. On va devoir, ça commence à être dit, on va aussi avoir besoin de faire évoluer la réglementation. Et ça, on sait, vous avez parlé de clarification des filières d'élimination des médicaments. Bon, il y a le sujet épineux de la dispensation à l'unité. Peut-être qu'il va falloir faire des pas de côté à certains endroits. Et nous, professionnels de terrain, faire remonter les besoins. Tu m'évoquais là que ça t'agace beaucoup de jeter des médicaments d'oncologie, donc des médicaments qui sont très coûteux. Donc jeter des médicaments coûteux, qui sont coûteux en euros, qui sont coûteux en pollution, et à un moment quand même où on entend parler de pénurie, de plus en plus, vous êtes bien placés pour le savoir, donc il faudra peut-être aussi travailler ensemble, faire remonter quelques besoins en disant là, il faut qu'on change la réglementation, mais ça peut se faire. C'est par exemple en train d'être fait sur le reprocessing de certains dispositifs médicaux. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on sent qu'il y a une dynamique considérable, que les professionnels ont pris conscience de ça, je pense que la région Nouvelle-Aquitaine est bien placée avec une ARS qui est très soutenante au MEDIT. Voilà, on a mis en place pas mal d'outils en région Nouvelle-Aquitaine. Il y a d'autres régions qui sont engagées, mais je pense que la nôtre est très bien engagée avec une dynamique volontaire. Et donc, j'ai envie de dire, pas au travail, mais on continue.
Voilà, et on continue, et pensez bien à partager vos actions et à mesurer les impacts. Et ça, c'est vraiment très fort. Et plus on partagera, plus vite on ira, et mieux ce sera pour nous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les intervenants et cette conclusion, voilà, qui